Prendre enregistrement, voilà, comme ça enregistre à partir d'ici. Il faut savoir que dans Outreya, donc ici, ce que je vous partage ce soir, c'est donc toi, Jacqueline, je sais que tu connais un peu le tarot de Marseille, quand même. Oui, Nous en avons déjà parlé. Véronique, tu connais un peu le tarot de Marseille? alors, on va dire dans les grandes lignes, parce que j'avais fait, disons, quelques ateliers, donc ça s'arrête à une connaissance, alors il y a déjà quelques temps, donc, mais dans les grandes lignes, on va dire Dans les ça, grands. D'accord. voilà, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Ça va. Donc ici, donc la dernière fois que j'ai, la première vraiment atelier que j'ai donné, atelier conférence que j'ai donné, c'était sur le cycle de l'incarnation de l'âme à partir du tarot de Marseille. Donc ça, je vous invite à aller le revoir si vous ne l'avez pas vu. Celui-là, il est ouvert à tous. Ici, je vais commencer à détailler le arcane par arcane, et notamment les 22 arcanes majeurs. Donc ici, je vais consacrer donc, cette soirée au mât. Et le replay, il sera accessible uniquement pour ceux qui s'engagent. C'est-à-dire que j'ai créé le groupe des alchimistes engagés, je l'ai nommé comme ça, pour vraiment les personnes qui avaient envie de s'engager, qui avaient envie de cheminer. C'est pour ça que je les appelle des alchimistes qui ont envie de se transformer. Et c'est avec les arcanes et toute la symbolique du pèlerinage de Compostelle que je vais vous donner des pistes. Donc ici, c'est pour découvrir le mât dans sa partie symbolique. Ça, c'est ouvert à tous. Le replay, ben, il sera accessible au renouvellement parce qu'à un moment donné, il faut bien. Voilà. Et il faut bien. Comment dire? En fait, je reviendrai dessus, mais il a fallu que je fasse un choix parce que je me suis rendu compte que quand c'est tout le temps offert, il y avait moins d'investissement, moins d'engagement que quand les gens, voilà, ils en ont envie, donc ils y viennent, ils participent, donc ils y viennent. Alors l'abonnement, c'est 25 € par mois, c'est pas non plus l'amour à boire, mais voilà. Et dans cet abonnement, je reviendrai après, il y aura tout ce qui concerne le tarot de Marseille. Donc là, on va avoir, je vais vous le décrire, cet arcane, ce mât, avec toutes ces symboliques. Et voilà, ici, il y en a une qui arrive, Nadette. Et le 21 septembre, j'ai choisi le 21 exprès, parce que le 21, c'est la réalisation totale, c'est le monde. Et c'est le 3, 2 plus 1, 3 en numérologie, donc c'est l'impératrice, c'est celle qui crie à partir d'elle-même, donc voilà. Et le 21, on utilisera le mât, comment on peut s'en servir concrètement dans sa vie. Que ça ne reste pas à l'idée comment dire, de symbolique, de psychologique, c'est déjà intéressant, mais comment il peut nous apprendre, comment on peut s'en servir au quotidien de ces arcanes et de toutes les autres par la suite. Voilà, donc ça c'est le but. Ben voilà Nadette qui arrive. Sur le temps que Nadette arrive, je vais partager le PDF. Voilà le mât. Est-ce que vous voyez bien ce oui, mât? oui, oui. Oui. C'est assez parfait, super. Nadette, bonsoir, vous m'entendez? Tu m'entends? Peut-être pas encore. Nadette, ça va? C'est encore trop tôt. Est-ce que ce qu'elle a... Elle doit être tout près, mais Bon, j'imagine que oui. J'arrive pas à mettre ça mieux. Alors, le voilà, ce mât. Et s'il pouvait parler, ce mât, il pourrait vous dire beaucoup de choses. Il nous en dira plus que le fameux 21. Mais déjà, cette phrase est importante puisque pour lui, tous les chemins sont mon chemin. C'est-à-dire que lui, peu importe, c'est celui qui vous invite à prendre un chemin, mais peu importe le chemin que vous prenez, il est toujours OK avec ça. D'accord? Donc, il peut vous emporter, enfin, il peut vous accompagner partout où vous décidez d'aller. D'accord? Il est cette impulsion-là, c'est tout. OK? C'est déjà pas mal, mais c'est une impulsion importante. Mais bon, il faut bien retenir que tous les chemins sont mon chemin. Je vais prendre mon petit pense-bête, si vous permettez, à côté de moi, parce que sinon, je risque de partir dans tous les sens. Je me prépare un petit peu mieux. Voilà. Donc, déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de voir le tarot de Marseille dans sa globalité.
quand je vais parler du cycle de l'incarnation de l'âme, c'est vraiment ça, en fait, et de voir ce tarot de Marseille comme un être. En ce sens que le tarot de Marseille, ce n'est pas un oracle divinatoire, en tout cas moi je ne m'en sers pas comme ça, il est projectif, le tarot de Marseille. C'est-à-dire que dans son histoire, dans l'histoire de Soma, qui part dans une direction qu'il va choisir, ou qu'il laisse la vie choisir, ou qu'il se laisse emporter par l'ego ou par tout et n'importe quoi. Bref, il va passer par des étapes. Alors, il y a quelque chose qui... Attendez, parce que là, voilà Lydia à mettre. Voilà Lydia qui arrive. Il va passer par des étapes comme vous dans votre incarnation de l'âme. Ça va? Donc, à partir de maintenant, bonsoir Lydia. Coucou. Allô? On commence juste à l'instant, donc tu vois. À partir de maintenant, je vais vous détailler donc arcane majeur par une. Voilà Violette. Et moi, j'arrive pas. Voilà. Voilà Valérie. Valérie Violette, c'est Valérie en fait. Je dis voilà Violette, mais c'est Valérie qu'elle s'appelle. Voilà, donc voyez vraiment le tarot de Marseille comme un instrument initiatique, comme un être. C'est vraiment un instrument initiatique. C'est comme une âme qui va venir s'incarner pour expérimenter, apprendre, évoluer, s'éveiller. Et ce personnage qui est représenté par Soma va, comme vous et moi, passer par différentes étapes durant toute sa vie. Des étapes comme on peut les faire sur le chemin de Compostelle aussi, mais dans toute sa vie, des épreuves, des défis, des buts, des choix, etc. Donc, on le lit, même ici, si je vais vous le détailler arcane par arcane, on le lit dans sa totalité. Pour comprendre cette totalité, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir le replay de l'atelier conférence sur le cycle de l'incarnation de l'âme, parce que là, il y a vraiment une globalité dans cette conférence-là qui est importante à découvrir. Coucou Valérie. Voilà, donc ça c'est dit. Je passe à la carte suivante. Donc c'est bien un instrument initiatique projectif et je ne m'en sers pas personnellement comme un outil divinatoire parce que déjà je pense que nos ennuis ne viennent pas du fait qu'on ne connaisse pas l'avenir. Hein. Ce n'est pas parce qu'on connaît l'avenir qu'on peut préparer, s'éviter des ennuis, entre guillemets. Et c'est plutôt les conséquences de nos agissements dans le présent. Vous pouvez couper le son. Merci. Alors, je vais mettre ça. Ok, l'essentiel, c'est... Alors, Nadette, si tu veux, je dis au pluriel, je tutoie. Si tu veux apparaître en vidéo, tu peux cliquer sur démarrer ma vidéo. Tu vois, dans les petits points là, à droite, en haut, à droite ou en bas, voire en bas aussi. Tu peux démarrer ta vidéo. Tu vois, tu as tout ça là-bas. Voilà. Alors, oui, c'est la conséquence de nos agissements dans le présent, c'est bien la raison de ce libre arbitre. Hein. Sinon, nous n'aurions pas de libre arbitre. Donc, on fait des agissements qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins positives dans notre futur. Mais de toute façon, le futur, ça n'existe pas. On est toujours dans le présent. Même si on prévoit quelque chose demain, quand vous serez dans cette chose que vous avez prévue, vous serez dans le présent. D'accord? Donc, en fait, le futur n'existe pas. Et donc, quand on ne vit pas en conscience, tant qu'on traverse cette vie comme dans un rêve, sans la vivre consciemment, on la traverse comme un somnambule, mais qui ne sait même pas qu'il est somnambule. Voilà. Donc, voilà pourquoi ce tarot de Marseille, moi, il m'est utile comme ça, parce qu'il m'aide à comprendre et à prendre conscience. Donc, à quoi est-ce qu'il sert? C'est un coach. Hein? Ce n'est pas une boule de cristal. C'est un outil d'éveil, de connaissance de soi. Il nous permet, quand on le connaît bien et quand on arrive à bien s'en servir, à bien comprendre
toutes les possibilités peuvent s'y déployer. Hein. N'oubliez pas la première phrase que vous avez vue en commençant. Hein, tous les chemins sont mon chemin. D'accord? C'est l'alpha et l'oméga. Ce mât, premier arcane, c'est une énergie créatrice sans temps, sans espace. Mais à partir, sans temps, sans espace, dans le sens où il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Donc, coucou, on te voit. Par contre, tu peux désactiver ton son. On posera quand vous aurez des questions à poser, on rallumera le son. Ça va? Voilà, enchantée en tout cas, Nadette. Ok, jusqu'à présent, j'imagine que tout va bien. Oui. Donc, le tarot, lui, va vous donner les clés pour vous transmettre votre destinée. C'est un coach en développement personnel. Il y a juste une chose qui est intéressante, qui est à comprendre, c'est qu'il s'agit d'accepter de devenir ce pèlerin. Le mât, vous l'avez vu, le mât, le voilà, c'est un marcheur. Hein, il a son bâton de pèlerin, le mât. Donc, ici, il s'agit de marcher, de devenir ce pèlerin et d'accepter de devenir ce pèlerin. Le mot pèlerin vient de peregrinus, qui veut dire en fait étranger. Donc, dans notre vie, quand on n'a pas conscience de qui nous sommes et de comment on réagit et de la manière dont on peut agir, c'est comme si on marchait en terre étrangère, comme si on marchait dans l'inconnu de nous-mêmes. Et bien souvent, on est étranger à nous-mêmes. Du coup, c'est un déséquilibre. Mais en acceptant de devenir ce pèlerin, de revenir en son centre, on va revenir là-dessus parce que le mât, c'est très, très important dans cette signification, de revenir en son centre, bien, on devient ce pèlerin et on avance plus facilement dans la compréhension de qui on est. C'est vraiment accepter de se laisser enseigner et de laisser le plus possible votre mental pour laisser passer le tarot, entre autres, et ce qui vous enseigne. Je vais vous donner un petit exemple. Je compare beaucoup le tarot à la symbolique du chemin de Compostelle que j'ai réalisé. Hein. Et quand je me posais la question, bon, moi, quand j'ai commencé le chemin, j'habitais à Liège, en Belgique, et je me posais beaucoup la question, d'où est-ce que je pars? Est-ce que je vais partir du chemin d'Arles? Parce qu'il y avait 4 chemins, j'en connais ces 4, en France en tout cas. Le chemin d'Arles, le chemin de Puy-en-Velay, qui est le plus connu, le chemin de Vézelay, qui est pas mal non plus, et on peut partir du chemin, certains appellent celui de Paris, d'autres celui de Tours. Donc, il y avait ces 4 chemins-là. Donc, il y avait des tas de possibilités. Disons que le Puy-en-Velay, bon, moi, je le trouvais trop touristique à mon goût, donc j'étais vraiment presque sûre de le rejeter. Paris, ça m'intéressait moins de partir de Paris, mais pourquoi pas de Tours, pourquoi pas de Vézelay, qui a une magnifique basilique là-bas. Et Arles, pour moi, c'était une ville aussi qui pouvait être symbolique, puisque j'étais photographe, voilà, je viens de la photographie, et c'est la ville des rencontres internationales de la photographie d'Arles, j'y allais chaque année à Arles. Mais bon, j'arrivais quand même pas à choisir. Et du coup, je me suis rendue, pour avoir pour être guidée quelque part, je me suis rendue à l'association des pèlerins de Saint-Jacques, qui à l'époque était à Bruxelles. Il n'y en avait pas à Liège à l'époque. Donc, je me suis rendue à Bruxelles. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas encore bien le tarot de Marseille. Je ne m'en servais pas. Je posais une question plutôt pour sûr, est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis dans le faux ou est-ce que ça va se passer comme je voudrais que ça se passe. Vous voyez, je m'en servais un petit peu en divinatoire, mais pas de cette manière dont j'ai compris le sens, on va dire comme ça. Et j'arrive à cette association de chemin de Saint-Jacques. Donc ça, c'était vraiment mental qui cherchait à savoir d'où partir. Hein, donc c'était beaucoup dans la réflexion. Et arrivé à Bruxelles, je rencontre des tas de pèlerins, bien sûr, mais chacun me parle des chemins qu'ils ont faits. Il y en a un qui me dit, tu devrais partir de là, l'autre de là, l'autre de là. Mais chacun ne me disait pas rien de plus que ce qu'il y avait déjà dans les guides. Donc, ça ne m'avançait pas. J'aurais bien voulu qu'il y en ait un qui m'ait dit, ou que tous me disent, tu pars de là, et puis voilà, basta. Non seulement ça, mais à un moment donné, il arrive un monsieur un peu plus tard, et qui me dit, laisse tomber ces 4 chemins-là, il y a l'autre, il y a un 5e. Je dis, comment c'est un 5e? C'est pas possible, je vais devenir folle.
Le cinquième, en fait, lui, il avait fait celui-là. C'est celui qui part le long de l'Atlantique, qui descend de France, donc, de Bordeaux, Biarritz, etc., et qui fait toute la côte atlantique avant de rejoindre Compostelle, qui n'est pas au bord de l'Atlantique. Lui, à un moment donné, il bifurque, il va vers les terres et il rejoint ce qu'on appelle le Camino Franco. Ce Camino Franco qui ne veut pas dire Camino français, chemin français, mais c'est le chemin des Francs, puisque quand on a créé Compostelle, la France, ce n'était pas ce que c'est maintenant, et c'était les Francs. Et qu'on vienne d'Allemagne, des Pays-Bas ou de Suisse ou de Belgique, qui n'était pas encore la Belgique à l'époque, ben, on était tous des Francs pour les Espagnols, voyez, donc pour les Espagnols, qui n'étaient pas encore ce que l'Espagne est maintenant. Mais quand il y avait la guerre avec les morts, ben, ce chemin-là, il était impraticable. Donc, il bifurquait sur le long de la mer. Il prenait ce chemin-là. Donc, je suis repartie de cette association de Saint-Jacques à Bruxelles, avec non pas 4 chemins, mais 5 chemins. Et je ne savais toujours pas quoi faire. Jusqu'à ce que, je travaillais dans un labo photo, jusqu'à ce qu'il entre un monsieur qui avait, en développant les photos, j'ai vu qu'il avait fait Compostelle. Je lui ai posé la question, d'où êtes-vous parti? Il m'a dit, mais comment, quelle drôle de question, mais partez de chez vous. Comment à partir de chez moi? Ben, vous habitez à Liège, vous êtes liégeois. Ben oui, mais partez de Liège. Et tard, je n'y avais pas pensé à ce truc-là, moi. Partir de Liège. Et en fait, c'est ça ce qui fait le mal. Il part d'où il est. Il part de son centre. J'habitais à Liège, c'était logique de partir de Liège. Et les pèlerins de l'époque, ben, ils partaient de chez eux. Disons qu'à cheval ou à pied, hein, ça dépendait s'ils étaient des bourgeois ou des paysans. Voilà. Mais ils se rendaient, c'est vrai. Alors là, c'est vrai, ils se rendaient à la paroisse, la cathédrale ou la basilique la plus proche, pour être bénis et partir en groupe. Il y avait régulièrement des groupes qui partaient, qui étaient bénis, auxquels on remettait des lettres pour pouvoir passer les ponts, entrer dans les villes, etc. Et pour être en groupe, parce que traverser les bois à cette époque, il y avait des loups, il y avait des bandits, etc. Donc, c'était pour ça qu'ils rejoignaient une cathédrale, une basilique, ou enfin, un lieu où il y avait un départ et tout le monde se rejoignait là-bas. Mais on allait à ce lieu-là le plus proche de chez soi. Et au Moyen-Âge, en fait, ça je l'ai découvert après, ben, il y en a qui sont partis de la cathédrale Saint-Jacques de Liège, tout simplement. Et qui ont rejoint Compostelle, qui sont revenus d'ailleurs avec des autres Saint-Jacques. En fait, bon, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, mais en fait, quand il m'a dit ça, et quand tu comprends le sens du mal, je me dis, ben, franchement, c'est tout à fait juste, quoi. Ça ne sert à rien de… Et ça, il a fallu à un moment donné que… Enfin, ce n'était pas le mental qui pouvait me le dire, ce n'était pas ma réflexion à partir de… Voilà, c'était à un moment donné se dire, il y a juste quelqu'un qui est entré. Quand je suis revenue de l'association de Saint-Jacques à Bruxelles, je me suis dit, écoute, laisse ça pour le moment de côté, c'est peut-être pas le plus important, tu verras au moment de partir. Laisse venir. Et cet homme est entré dans le labo photo où je travaillais quelques jours plus tard. Donc, vous voyez, à partir du moment où on lâche le mental, on revient à son centre, on est dans cette présence de l'esprit, eh bien, les choses se passent. Et c'est un peu le message, c'est un des messages du mal. Voilà. Donc, c'est un témoignage important que je voulais apporter. Alors, autre chose que je voulais vous prendre, c'est vous expliquer encore une petite fois. J'en ai déjà vaguement parlé dans la conférence précédente, mais là, je vais aller plus loin par rapport à l'histoire du tarot de Marseille. Et parce que ça, c'est bien important à comprendre aussi. Donc, en fait, on s'accorde à dire que le tarot de Marseille provient d'Italie, qui était un jeu de cartes à jouer. Les jeux de cartes à jouer ont été inventés en Chine par les Chinois, donc ça a été les premiers. Et on pense que c'est à Venise que ça a commencé, que les Italiens ont découvert les jeux de cartes à jouer. Et donc, ils ont découvert ce jeu de cartes à jouer là. Ensuite, ce sera à Florence, avec l'aval des Médicis. C'est une école artistique, philosophique, spirituelle. Tout le monde connaît, je pense, les Médicis. Hein.
Ça vous parle, les Médicis, hein? Et c'est là qu'auraient été créés ces 22 arcanes majeurs, particulièrement ces 22 arcanes majeurs, par Marsilio Ficino. Parce que dans l'école artistique des Médicis, il était un enseignant. C'était une académie qui enseignait le néoplatonicisme au XVe siècle. Et en créant ces arcanes pour enseigner à ses élèves, il a repris cette idée platonicienne selon laquelle le beau est identique à l'idée suprême, au-delà de l'essence. Et il a il fond sa pensée platonicienne avec le dogme chrétien. La beauté des choses provient de la splendeur divine. Mais ce Marcel Ficin, quand on le traduit en français, Marsilio Ficino, ça devient Marcel Ficin, reconnaît non seulement une valeur dans ces enseignements-là, mais aussi dans les enseignements chrétiens, dans les enseignements, les mythes grecs, de Pythagore et de Platon. Et donc, c'est une philosophie qui abolit toutes les mythes entre le sacré et le profane. Il est apparu à cette époque-là comme le philosophe de la lumière. Évidemment, ça n'a pas plu à un moment donné au clergé chrétien qui a déclaré cette école comme étant une hérésie. Donc, ils ont les Médicis, on les a chassés et on a fermé l'école et on a brûlé toutes les arcanes du tarot de Marseille. Enfin, des 22 arcanes majeures, qui ne s'appelaient pas encore tarot de Marseille. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces cartes, elles étaient bien dans l'école, mais pour imprimer ces cartes, elles étaient gravées sur du bois par un artisan. Et les gravures sur le bois, elles étaient chez cet artisan. Donc, quand il y a eu la guerre entre les Français et les Italiens, et que l'école n'existe plus, il s'est dit, moi, je vais faire des sous. Et il a revendu ses gravures à des soldats français. Et ces soldats français l'ont rapporté à Lyon. Et là, ce jeu a été revu. Ils en ont refait un jeu de cartes à jouer, parce qu'à Lyon, à cette époque-là, ça devait être au XVIe ou XVIIe siècle. À Lyon, c'était beaucoup d'imprimeries de cartes à jouer. Et donc, ils l'ont réimprimé, mais en jeu. Ils y ont ajouté les arcanes mineurs pour en faire ce jeu-là. Et donc, le tarot de Marseille serait issu du nom de Marcel Ficin, vous verrez la confusion, mais il y a aussi une autre possibilité du nom du tarot de Marseille, parce qu'ajouté à cela, il y a les éditions du Camoin qui sont toujours à Marseille actuellement, qui a été créé en 1760, à l'époque de la dissolution des Médicis, et c'est à Marseille, dans les éditions Camoin, qu'on trouve les plus vieux moules en bois encore existants. Voilà. Du coup, les moules en bois, pas de cartes à jouer du tarot de Marseille actuel. D'accord, c'est différent du tarot à jouer d'ailleurs, pour ceux qui connaissent le tarot que moi j'ai appris à Marseille d'ailleurs. Il y a un tarot à jouer, mais il est différent du tarot de Marseille. Moi, personnellement, donc les arcanes que vous allez voir ici, ce sont celles qui ont été créées, revues et corrigées là, dans les années 70, par justement Philippe Camoin et Alexandre Jodorowsky. Et cette reconstitution a été entreprise pendant plusieurs années. Donc, le but de cette recherche qu'ils ont entrepris a été de retrouver tous les symboles, la vocation et la signification première de ce tarot, qui seraient les clés de l'ésotérisme occidental, mais qui est très facilement lisible par les orientaux aussi, parce qu'on retrouve certaines symboliques de l'hindouisme, par exemple. Donc, voilà. Donc, ici, on va aller ici, avec moi, vous allez découvrir arcane par arcane et on va entrer maintenant avec ce mât. Certaines images, d'ailleurs, je vais vous montrer celle-ci, mais certaines images vont vous inspirer, parce qu'il y en a qui peuvent inspirer de la peur. Quand il y en a qui voient la carte, l'arcane sans nom, ils ont peur, ou le diable, ils en ont, de la sympathie, de la répulsion, de la joie, voire de la peur. Mais
comprenez déjà bien que les réactions que vous avez par rapport aux arcanes, les cartes que vous pourriez recevoir dans un tirage, ces réactions-là proviennent de votre éducation et de votre histoire personnelle. Ça prouve bien que le tarot est projectif. Et donc, que vous allez réagir aux arcanes face au schéma de comportement personnel et habituel. D'accord? Donc, c'est sûr qu'une personne qui croit en la réincarnation, par exemple, n'aura peut-être pas peur de la même façon qu'une personne qui redoute la mort absolument. Par rapport à cette carte qu'on appelle la mort, mais qui est une arcane sans nom, et je viendrai dessus beaucoup plus tard, évidemment, mais c'est intéressant de le savoir, le diable, etc. Donc, ce parcours-là, c'est un voyage initiatique qui consiste à changer de point de vue, à observer avec un regard cosmique cet éternel infini. Et plus le mental fonctionne avec ses concepts, ses sentiments, ses désirs, ses besoins figés, plus c'est compliqué. Donc, essayez de regarder déjà, c'est déjà le conseil d'humain, essayez de regarder d'un point de vue universel, les problèmes sont bien différents. Donc, ce mât, c'est un marcheur. Il va vers le monde. Hein, la voilà. Ici, c'est la 21e arcane du tarot des 22 arcanes majeures. Le mât n'a pas de numéro. Hein, c'est un marcheur. Donc, il va vers ce monde. Et là, j'ai repris cette parabole de Dieu à l'Abraham. Tu céderas terrain, tu mettras ta ceinture, tu prendras ton bâton. C'est en fait très important de détailler cette phrase-là. Bon, vous voyez bien, il a sa ceinture, hein, il a pris son bâton, il a même pris son baluchon et il y va. En fait, concrètement, la ceinture, en resserrant la taille, aide à concentrer l'énergie, à renforcer le choix. Donc, ce mot « va vers toi » veut dire tu vas vers le monde, mais dans le monde, c'est surtout toi que tu vas découvrir au travers des découvertes de ce que tu rencontres. La taille, c'est l'idée de la position dans le monde et à soi-même. Donc, c'est comment je suis par rapport au monde et par rapport à moi. Quand la taille est bien marquée, d'ailleurs, on dit toujours que les personnes qui sont bien marquées, ils ont une décision, une idée précise de leur position, de ce qu'elles veulent faire et de ce qu'ils sont. Et les axes sont centrés en accord avec eux-mêmes, avec les objectifs, avec l'objectivité des faits. Ils sont en contact avec la réalité. Et la taille est gérée en acupuncture par le Daimai, qui est le vaisseau ceinture. Et ce méridien, ce vaisseau ceinture, il fait partie des merveilleux vaisseaux, entre guillemets, issus du rein et de la vésicule biliaire. Le rein, c'est l'idée profonde ou énergie ancestrale des Chinois qui est qui je suis. La vésicule biliaire, c'est le maître intérieur. C'est la connaissance de qui je suis, la façon dont je fais mes choix. C'est le tonus du méridien vésicule biliaire qui fait la taille. Et les Chinois, d'ailleurs, appellent les gens très décidés de grandes vésicules biliaires. Donc, vous voyez comme c'est vraiment… Cette phrase, elle résonne beaucoup. Quand je l'ai lue la première fois, je me suis dit, mais on parle du mal. On parle de ce pèlerin qui choisit d'écouter sa vie et de se recentrer et d'y aller, et d'oser y aller. Donc voilà, je prends une décision, c'est la vésicule biliaire, sur la base de qui je suis, le rein, et la taille, c'est la capacité à développer les objectifs et à les mettre en acte. Ça va? Donc, c'est une fois qu'on serre la taille, qu'on prend son bâton, on prend une décision à partir de qui on est et on peut les mettre en acte. Ça, c'est essentiel. Donc, le mât est un marcheur. La marche est la cause, c'est-à-dire que aller marcher, c'est tendre la main à soi-même, aller chercher au fond de soi les réponses à ces questions, partir à la découverte de ses forces intérieures. Pourquoi est-ce que je fais le parallèle avec Compostelle, ce pèlerin-là qui démarre? Parce que la marche, déjà, physiquement, elle induit une forme de dynamique spirituelle. La marche sur une certaine longueur, en général plusieurs jours à la suite quand même, mais déjà marcher, c'est important. La marche
et physique, c'est sûr, mais c'est d'abord un exercice spirituel. La marche, elle est tueuse d'idées issues d'un mental. Elle est tueuse de tout ce qui nous faisait effrayer, de la frustration, de la colère. Et après plusieurs jours de marche, les problèmes, ils deviennent relatifs. Les angoisses, elles peuvent même se dissoudre. Et d'ailleurs, marcher, ça crée de l'endorphine. Et ça nous permet justement, cette endorphine, d'aller fouetter le cerveau avec le sang et de créer un réservoir d'énergie dans cette idée de marcher, d'avancer vers soi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a posté un petit quelque chose. Que veut dire aussi affirme-toi? Ben, affirme-toi, c'est prendre ta décision et ne pas y déroger. Affirme qui tu es. À partir de qui tu es, tu t'affirmes. Je réponds à ta question, Valérie? Non. Alors, allume ton micro et vas-y, dis-moi parce que… Voilà, c'est bon là? Oui. Oui, c'est pas… Comment tu disais? Affirme-toi. Pas affirme, affermi. Affirmi. Affermi. Où est-ce que tu as entendu affirmi, toi? Non, je veux dire, ça rejoint ta ceinture. C'est aussi une parole dans la Bible qui dit de s'affermir. Ah, excuse-moi, je n'avais pas compris. Je me dis affirmi. Ah oui, ben, oui, c'est ça, affirmer. Voilà, c'est ça. Oui, exactement, c'est ça. Rendre ferme. En fait, c'est rendre ferme. Évidemment, plus tu marches, plus tu… Mais bon, là, ça, c'est autre chose. Plus tu te renfermes. Hein, tu as des beaux muscles, ouais. Mais effectivement, la marche, c'est quelque chose qui nous permet de nous tonifier et de nous décider et de trouver des réponses aussi. Donc, c'est ça la marche, c'est tendre la main à soi-même. Et c'est ça qui est intéressant dans le pèlerinage de Compostelle. Et quand j'ai vu ce mât, je me suis dit, ben, c'est tout à fait ça. Et toutes ces arcanes-là, vous allez voir qu'à chaque fois, on peut aller chercher, d'ailleurs j'y vais souvent, chercher des symboliques du pèlerinage de Compostelle, qui est quelque chose qui s'est fait réellement dans la réalité, mais que je peux aussi insérer dans ma vie. Et ça, c'est important parce que quand on revient de Compostelle, ça ne s'arrête pas. Il s'agit de continuer cet apprentissage, cette découverte de soi. D'accord. Alors, on va commencer à le décrire, ce petit mât quand même. Hein. Donc, il n'a pas de numéro spécifique. Hein. Il n'est pas de zéro. Hein. Il n'est pas de zéro. Parce qu'il est la cause et départ. Il est l'énergie. C'est une énergie créatrice. Et avec le monde, c'est une énergie fondamentale de la réalisation totale. Et si on ne décide pas d'aller vers le monde, si à un moment donné, ce n'est pas en chemin, le monde qui est très, très, très fort schématisé par cette réalisation totale de soi, mais s'il n'y a pas ce vouloir y aller, ben, il n'y a pas de réalisation totale de soi, ça c'est sûr. Donc, voilà. Sa place aussi, elle peut être dans l'ordre de toutes les cartes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas véritablement établie. Elle peut être une impulsion qui te permet d'aller d'une arcane à une autre, de passer d'un défi à un autre, d'une étape à une autre. En général, quand on est dans une énergie du tarot de Marseille, par exemple, imaginons que je suis dans l'énergie de l'impératrice, hein. Moi j'y suis bien, je pourrais me dire, moi j'y suis bien dans cette énergie-là. Si je la comparais dans ma vie, par exemple, dans ma vie d'entrepreneuse ou même de photographe, hein, ben je créais à partir de mes images. Je pouvais même les développer, mais si à un moment donné, j'en faisais rien, il ne se passe rien. Et l'impératrice, tant qu'elle reste dans cette créativité, c'est bien, mais elle a besoin de l'empereur qui est la suivante pour avoir une structure. Et cette structure, elle a besoin du pape derrière pour la mettre dans le monde, la partager. Mais à un moment donné, quand on est bien dans sa créativité et ben, on crée, on est bien, puis il ne se passe rien.
Mais voilà, le mât peut alors arriver pour vous donner cette impulsion, cette force de passer un cap au-dessus. Et ce mât, c'est à ça qu'il sert en fait. Il donne l'idée d'y aller, mais il peut se placer d'arcade en arcade. Donc, il n'a pas de place réelle. Voilà. Donc, il peut, voilà, ça je l'ai dit. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Voilà, lui, il agit vraiment en harmonie avec le cosmos et avec l'énergie du futur. Il peut aussi quitter quelque chose, hein, parce qu'il peut quitter, par exemple, si je reprends cette idée d'impératrice, il peut quitter l'impératrice pour aller vers l'empereur, mais il est aussi le point de départ. Il peut aussi être le point de départ. Donc vraiment, c'est une énergie fondamentale de la réalisation totale. Il marche, je vais quand même placer cette diapositive-là, je suis passée un petit peu trop vite là. On ne peut pas parler du mât sans le monde. Hein. Donc là, je voulais proposer, voilà, le mât vers la réalisation totale. Mais voilà ici une situation où, dans un tirage, parce que quand même, on s'en sert quand même, Tarot de Marseille, hein, on peut s'en servir dans un tirage qui n'est pas divinatoire, qui est juste de la compréhension de ce qui se passe, des énergies dans lesquelles on est et qui nous pourraient nous donner conseil en fonction des questions qu'on pose, des questions ouvertes. Si le monde est avant le mât, évidemment, le mât quitte la réalisation totale. C'est-à-dire qu'il quitte peut-être un enfermement du passé, c'est peut-être une libération parce que c'est la seule issue, mais il peut aussi fuir. N'oubliez pas, son chemin, c'est tous les chemins. Donc, ça peut être une fuite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toujours quand vous avez des tirages, quand vous voulez tirer des cartes du tarot, posez-vous la question, est-ce que c'est une libération? Est-ce que c'est une décision à partir de ce que je suis et pas à partir de ce que je subis? Ce n'est pas la même chose. D'accord? Moi, par exemple, c'est peut-être plus facile comme ça, quand j'ai fait le chemin de Compostelle, je regarderai la question, il y a quelque chose du vagabond, effectivement, oui, c'est sûr. Quand j'ai fait le chemin de Compostelle, au milieu du chemin, je n'étais pas arrivée, j'étais arrivée du côté de Périgueux. J'ai décidé d'arrêter de marcher en rentrant, là, j'étais dans le train, je rentrais, et ça venait tellement lourd de rentrer chez moi. Il y avait aussi le travail qui ne me convenait pas, mais il y avait aussi mon compagnon avec lequel c'était fort compliqué, ça devenait de plus en plus compliqué. Et donc, j'ai décidé d'aller voir un psy parce que je sentais bien que quand j'étais sur Compostelle, j'étais vraiment dans une énergie et rentrer, c'était pesant. Donc, je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. J'arrivais pas, je voyais bien, bon, le boulot, ça je le savais. Ça ne me plaisait plus trop de travailler dans ce boulot-là, mais il y avait aussi le copain. Et à un moment donné, bon, à force de réfléchir, etc., je me suis dit, ce copain-là, je le quitte. Avant de décider de le quitter, je décidais de partir en France déjà. Et donc, Philippe n'a pas voulu venir avec moi. Mais en parlant au psy, le psy m'a dit, est-ce que partir en France, ce n'est pas une fuite? Parce qu'avec Philippe, ça ne se passait vraiment pas bien du tout. En plus, il m'avait trompé, etc. Donc, il m'avait dit, est-ce que tu n'es pas en train de fuir tout ce qui ne te convient pas, plutôt d'essayer de le comprendre, de le vivre, de le clôturer avant de partir? Et là, à force de dialoguer et d'échanger avec lui, il a bien compris que ce n'était pas une fuite, que ça y est, c'était une libération. Et il m'a donné le feu vert. Et à partir de là, il m'a dit, tu n'as plus besoin de venir me voir, c'est fini, c'est bon, tu as fait le boulot. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant vraiment à se poser la question, c'est d'être toujours ce questionnement, je veux partir, je veux faire quelque chose de différent, je veux une autre direction, je veux un autre boulot, je voudrais autre chose. Ok, je choisis de quitter mon boulot, mais par exemple, hein, mais pour faire quoi? Est-ce que j'ai bien tout essayé? Est-ce que j'ai bien tout fait? Est-ce que j'ai bien clôturé? Est-ce que j'ai bien
pardonné? Est-ce que j'ai bien… Enfin, voilà, toutes les questions qui sont à se poser au fur et à mesure que les questions se posent. Et le mât a été conçu pour vous répondre justement à ces questions-là. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, oui, j'ai mis plusieurs années et je l'ai fait en plusieurs fois, oui, parce que je travaillais. Voilà, j'ai essayé de le faire. La partie espagnole, je l'ai fait en une fois, mais au départ, c'était des petits tronçons. Et je suis partie de Liège, effectivement. Et j'ai arrêté de marcher en milieu pour m'installer en France. Voilà. Bon, je reviendrai dessus un jour, mais voilà. Et donc, ce mât, le voilà. Le voici, le mât. Donc, on sait qu'il est détaché de tout besoin, de tout jugement, tout interdit, toute colère, tout rancœur, tout chagrin, etc. Le mât, quand il part, pour que ça se passe bien, il va partir léger. OK? Donc, il y a cette idée-là. Il a des chaussures et un bâton. Et tous les deux sont rouges. OK? Le rouge, dans le tarot de Marseille, la couleur rouge signifie l'activité. Donc, c'est sûr qu'il est en action. Ça va? Et donc, il marche résolument. Et le bâton, il est enfoncé dans la terre. Vous voyez la terre ici, hein, les petites feuilles orangées, jaune foncé. Et ça signifie la conscience. Donc, vous voyez il pose son bâton, il l'enfonce dans la conscience. Donc, il va cheminer dans le monde, il va sans appartenance, sans nationalité, détaché de tout besoin, de tout jugement, de tout complexe. Il est une force libératrice. Sa besace, qu'on voit ici, elle est de couleur chair. Voyez ? La couleur chair, elle est éclairée de l'intérieur par une lumière jaune. Et le bâton, ici, qui porte sa besace, elle se termine en forme de cuillère. Ce n'est pas anodin. Donc, ceci, le fait qu'il porte son baluchon, c'est en lien avec son humanité et ce qu'il emporte pour son incarnation. Mais c'est éclairé spirituellement. Le jaune, c'est la lumière. Le jaune clair, c'est la lumière. C'est le comté lumière. Je ne peux pas le dire autrement. Et le bleu, c'est tout ce qui est spirituel. C'est de l'ordre spirituel. Vous voyez que dans sa main aussi, il a une petite feuille verte. Voilà, je l'ai agrandi ici. Et la main, cette couleur verte, c'est le signe d'éternité. Donc, il ne craint rien, lui. Il fait partie de l'éternité. D'accord? Donc, lui, il part pour recueillir l'essentiel avec un axe qui porte la conscience, puisqu'il est éclairé de jaune et il est signe d'éternité. Donc, il y va serein dans la matière, en rouge, avec son bâton, en conscience, mais avec tous ces outils qui viennent du monde spirituel pour agir dans la matière, puisque la besace est couleur chair. C'est aussi, je vais passer à la suivante, c'est aussi un personnage musical, puisqu'il a des grelots à sa ceinture, vous voyez? Et ces grelots, cette harmonie-là, on peut la voir comme une harmonie cosmique. Et dans plusieurs éléments de son costume, donc vous avez ici les petits grelots jaunes et le petit triangle, parce que ce n'est pas là par hasard, par exemple, hein, ici. C'est des symboles de la Trinité. Vous voyez les trois traits et le triangle, les symboles de la Trinité et les trois premiers éphirotes de la Kabbale, des principes fondamentaux de l'existence, en fait. Et il est guidé par le principe divin, donc. Et le chemin, vous voyez ici, il devient bleu. Donc, il part en conscience, mais le chemin est bleu. Donc, il est dans la conscience de la matière, mais avec un chemin bleu qui devient spirituel au fur et à mesure qu'il avance. Il devient harmonie d'ensemble. Et les 4 grelots ici, qui sont à sa ceinture, ils représentent les 4 centres de l'être humain symbolisés par les arcanes mineurs.
Donc, les 4 centres de l'être humain, vous avez le centre intellectuel avec les épées, les coupes, c'est le centre émotionnel, les bâtons, le créatif et sexuel, et les deniers, c'est tout ce qui est corporel et matière. Ce sont des outils que le battleur, l'arcane suivante, va déballer et va mettre sur sa table. C'est ce qui va lui servir. Ce sont ces centres qui vont lui servir, qu'il va utiliser pour avancer dans sa vie. L'animal, là, Le chien. le chien, voilà. Qui le pousse. Pardon, il le pousse, oui. L'animal, il ressemble à un chien bleu, d'accord? Ce chien, il appuie ses pattes sur la base de sa colonne vertébrale, ici, au niveau du périnée. Cet endroit est considéré par les hindous comme le centre nerveux qui concerne les influences de la Terre. Donc, c'est ça, la base de sa colonne vertébrale. L'animal bleu, lui, qui est symbole de spiritualité, lui, il pousse l'homme. C'est-à-dire qu'il pousse l'homme et le mât précède le chien. Les deux sont vraiment importants. Donc, il travaille de concert, vous voyez. Et le chien, lui, le passé ne freine pas son énergie pour pousser le mât, ce personnage-là, parce qu'on n'a pas l'arrière de son corps. Donc, le passé, il est laissé derrière. Il n'a que l'énergie qui le pousse à partir de son présent, mais vers son futur. Il a un costume vert et rouge qui correspond à la vie animale et végétale. D'accord? Les manches sont bleues aussi. C'est-à-dire que ces manches bleues indiquent que son action est spirituelle. Parce que quand on avance, c'est qu'on marche et les bras bougent. Donc, quand les bras bougent, c'est une action. OK? Quand on marche, on bouge les bras. Donc, c'est une action spirituelle. Voilà. Donc, l'animal est bleu, donc il est réceptif et il pousse le mât en avant. Avec son costume de vie animale et de végétale, vous voyez que tout est lié. Mais nous n'avons pas tout. Nous avons encore d'autres choses. Nous avons son bonnet qui est jaune et qui porte la lumière de l'intelligence. Et sur son bonnet, on peut voir 2 demi-lunes. Je les ai ici et là. Je les ai agrandies ici et là, ces 2 demi-lunes. Et en fait, vous avez la jaune orangée qui est tournée vers le ciel, qui est là. Vous voyez, elle est ouverte vers le ciel, ces demi-lunes. Et vous avez la rouge, elle, qui est ouverte, qui va vers la terre. Donc, la lune rouge représente le don total de l'action, puisque le rouge, c'est de l'action. Et la lune jaune représente la réceptivité de la conscience. Vous voyez que chaque symbole est important dans une arcane du tarot de Marseille et nous apprend quelque chose de super intéressant. Dans une lecture, donc le mât, il évoque un voyageur, il évoque un pèlerin, d'accord? Il évoque un vagabond, par exemple, parce que voilà, il peut aller nulle part. Il a cette élan d'énergie. Mais la question est de savoir où va le mât, parce que lui, n'oubliez pas, il n'a aucune préférence. Donc cette arcane, elle va, si vous la tirez, si vous posez une question et que vous tirez une carte et que c'est celle-là, elle va poser cette question: comment vous employez-vous vos forces? Est-ce une libération? Est-ce une fuite? Parce que ce mât, avec un fameux arcane sans nom, que certains appellent la mort, le mât nous révèle aussi que la capacité d'agir s'acquiert par la traversée initiatique de la folie et de la mort. Le mât, n'oubliez pas, le jeu, il vient d'Italie, el matto, en italien, c'est le fou. Ça veut dire fou, d'accord? Donc, c'est ça. Comment faire pour éviter que ce mât ne vienne fou, ne tourne en rond autour de son bâton et bien quelque part, ou ne tombe pas dans un ravin, etc. Il y a cette capacité d'agir aussi par la traversée initiatique et il s'agit de l'accepter. Et vous voyez ici que l'arcane sans nom, elle a exactement la même position que le mât. Il a serré sa ceinture, sa colonne vertébrale est bleue, d'accord?
il a son bâton. Sa jambe ici, c'est une épée. Elle est bleue, mais c'est une épée. Elle devient une épée. Vous voyez, ça, c'est une lame. Et cette transformation, cette arcane sans nom, cette traversée initiatique, elle détruit quoi? Tout ce qui pourrait l'empêcher d'aller plus loin. Ses égos, ses croyances erronées, les candidatons, son identité de je ne sais pas moi, du paraître, de tout ce que vous pouvez imaginer, qui représente quelque chose qui n'est peut-être pas essentiel, mais voilà, pour faire cette traversée initiatique, il s'agit de tuer décapiter tout cela. Décapiter son mental, en tout cas, qui est représenté ici par les têtes du roi et de la reine, en fait. Et d'ailleurs, en arabe, il y a un mot qui s'appelle comment? Mata. J'avais lu ça quelque part et ça voulait dire le roi est mort. Je me suis dit, ben, c'est tout à fait, voilà, le roi est mort. Donc, quelque part, il y a cette idée de se débarrasser. Alors, bon, là, on n'y est pas encore, mais voilà. Pour éviter de cette traversée initiatique qui pourrait être une transformation violente, ben déjà, si le mât se pose la question avant de partir, est-ce que ce n'est pas une fuite? Est-ce que c'est bien une libération? Est-ce que je pars léger? Déjà, ben c'est super parce que cet épisode-là sera beaucoup moins violent. D'accord? Donc, ça, c'est bien de le savoir. Parce qu'on va passer par là. Tout le monde passe par là. Anne, oui? moi, ça me fait penser, peut-être tu vas t'en souvenir si tu connais un petit peu la Bible. Je sais que tu ne connais pas plus, mais ça me fait penser, il y a un passage, je ne saurais pas le redire là comme ça. C'est si ta main, une expression, si ta main, jette-la loin de toi, si une partie, tu vois, du corps, il faut Oui, couper. on coupe ce qui peut être… Voilà, il y a un passage, j'essaierai de le retrouver. Oui. Je le marquerai dans le… D'accord. Oui, Ça me fait penser oui, à je ne ça, connais pas le suffisamment image. la Bible, hein, moi. Moi, c'est parce que j'ai tout lu, tout étudié pendant un bon Bien, moment. c'est intéressant, ce serait bien de le partager, mais partage-le à tout le monde Oui. que tout le monde puisse le voir. D'accord? N'hésitez pas, quand vous avez des questions, quand vous avez des références à transmettre, des bouquins, des trucs, Non, t'inquiète, je vais revenir à la charge. partagez. Échec, maths, d'où échec et maths. Ah, d'accord, voilà. Donc, maths, voilà, échec. Échec et maths. Mais il y avait cette idée du mât est mort. Merci, Véronique. C'est super. Voilà. Alors, ce que je voudrais aussi, je vais vous partager ici, justement, quand je vous disais que le mât est projectif, voilà ici, par exemple, encore une petite situation, enfin, le tarot est projectif, et notamment ce mât, avec tuer ses égaux-là. Là, c'était pas mal quand même. En fait, je suis partie de Liège et dans ce cheminement, il y a eu un circuit, un séjour où je partais, si je me souviens bien. Il y a des Belges parmi nous, non? Oui, Lydia. Ah non, pas tes parisienne, Lydia. Non, je crois qu'il n'y a pas de Belges. Enfin, bon, peu importe. J'arrivais, la dernière étape de ce circuit, c'était mon séjour, se terminait à l'abbaye d'Orval. Ici, qui est là. Vous voyez qu'elle est à la frontière belge, franco-belge. Donc, c'était vraiment la dernière étape avant la frontière. Et je m'étais dit, super, comme ça, la prochaine voyage, je repartirai d'Orval et je passerai directement en France. Quand même une étape de quitter ce pays. Et je voulais passer par là, parce que déjà, je connaissais bien Orval et j'adorais, j'avais déjà fait des retraites dans cette abbaye-là. Et en plus, de l'autre côté de la frontière, le premier village que j'allais traverser, il s'appelle La Viotte. Si vous voulez aller voir, ça s'écrit A-V-I-O-T-H. Et dans ce village-là, j'avais lu dans tous les livres que j'avais feuilletés autour du chemin de Compostelle, et que ce soit au Moyen-Âge, etc. Et j'avais vu qu'ils avaient construit une immense basilique qui est vraiment très, très belle, parce qu'ils avaient comme prétention de faire grossir leur village pour faire venir des pèlerins, accueillir du monde et que le commerce fonctionne, etc. Donc, ils ont construit cette grande cathédrale. Le village ne s'est jamais développé.
Et pour... Mais la cathédrale est là et elle est superbe. Et elle a je suis contente de l'avoir vue, hein, parce qu'elle a vraiment des fresques magnifiques. Elle est encore en très, très bel état. Et voilà. Et donc, ma décision de m'arrêter à Orval, dernier jour, après avoir marché en conscience, etc., suivi mes cartes et blablabla. Mais j'arrivais là-bas, donc c'était mon dernier cheminement entre, je ne sais plus quelle ville c'était, mais entre la ville où j'étais arrivée, où j'avais dormi, et Orval. Mais dans ma tête, hein, dans mon mental, je connaissais, parce que j'avais déjà été plusieurs fois. J'avais déjà parcouru tous ces bois. Je me dis, Orval, les doigts dans le nez. Donc, je ne sors pas ni de mon sac, ni mes guides, ni quoi que ce soit. Je prends le chemin, je prends le GR et je pars. Et quand je vous disais que je commençais déjà à me dire, lundi, je recommence à bosser et ça y est. Hein, j'étais vraiment pas dans le présent, j'étais dans le lundi, hein, on était peut-être le vendredi, je sais pas. Et j'étais déjà dans le futur et dans me dire, je recommence à bosser, comment est-ce que tu vas, et nani, et nania, et j'étais déjà là-dedans. Et donc, je fais attention à rien, je ne suis pas en conscience. Hein. Je ne suis vraiment pas centrée sur ma marche, je ne suis pas dans l'instant présent. Et à un moment donné, je regarde autour de moi, où est-ce que je suis? Quelle horreur, je suis perdue. Merde. Du coup, je regarde, mais alors là, c'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, le mental, il avait repris. Allez, tu rentres dans ton quotidien, yes, on va en profiter. Je me dis, bon, allez, je vais regarder, je connais, je ne sors pas mon guide, je vais trouver, je sais, je suis déjà venue. Et je pense me repérer. Et donc, je reprends un autre chemin. J'étais plus sur le GR, hein. On a les marques rouges et blanches, là. Je n'étais pas là-dessus, hein. J'étais vraiment bien perdue. Et je reprends à marcher, je fais un petit peu attention, je me suis dit, ah oui, je crois que je la vois, super, je suis bon. Et je recommence. Bon. Écoutez, je crois que j'ai fait ça 3-4 fois, m'arrêter en train de me dire, ah merde, c'est toujours pas bon. Jusqu'à ce moment où je me suis dit, bon, tu vas ouvrir ton sac, tu vas faire taire ton mental qui te dit, tu sais, tu connais, tu n'as pas besoin de ta carte et tu n'as pas besoin de quoi, surtout ma boussole. En fait, quand j'avais préparé mon sac, j'avais mes guides, hein, des cartes du DGN, j'avais des guides, des cartes de DGR, donc j'avais vraiment tout ce qu'il fallait. Mais j'avais eu la présence d'esprit, une petite phrase comme ça qui vous arrive, qui dit « prends une boussole ». Parce qu'à l'époque, quand je suis partie, il n'y avait pas encore de GPS sur les téléphones. Et en plus, les GPS, enfin, je veux dire, du réseau, il n'y en a pas partout. Donc, il ne faut pas vraiment compter sur son téléphone. Mais j'avais ma boussole. Et au bout de 4 fois de me dire où est-ce que je suis perdue, je vais arriver, c'est la nuit. En plus, je marchais en février à ce moment-là. Donc, les journées sont courtes. J'allais me retrouver la nuit dans la forêt ardennaise. C'est quand même une grande forêt toute noire, hein, vous pouvez voir. Hein. C'est une forêt toute noire, hein, vous le voyez sur la photo. Et donc, j'ai sorti ma boussole. Et avec ma boussole, j'ai dit, bon, tu t'arrêtes maintenant, tu regardes ta boussole, tu es dans le présent, tu es dans tes pas, tu reviens là avec ton bâton, tu es sur le chemin de Compostelle, tu n'es pas lundi au boulot. Quoi. Et j'ai trouvé Orval, j'ai trouvé l'abbaye, mais je pense que j'ai bien marché 10 km de plus en faisant ces conneries-là. C'est hallucinant. Donc, vous voyez qu'il est vraiment important de se rendre compte, de revenir. Alors, quand le mental est là, il vient vous chercher. Déjà, depuis stop, tu te tais là. Tu te tais. Ça, on verra après, une chose à la fois. C'est pas dire qu'il ne faut pas se servir du mental, mais le mental, il est là pour servir votre être. Il est au service de votre être. Ce n'est pas lui qui doit guider l'être. L'être, c'est votre centre. Voilà. Donc, faites attention à vos présences d'esprit. Soyez ouverts. Et le mât, c'est ça. Il est nulle part, il est ouvert, tout est possible avec le mât, mais il faut être en lien avec cette présence d'esprit. Ça va? Marcher en conscience. Hein, d'accord? Le bâton dans la terre jaune. OK? Donc, c'est vraiment important de prendre garde à ça. Et par exemple, un autre exemple aussi, qui est pas mal non plus, c'est un livre de Paulo Coelho que j'avais lu dans fin des années 90,
Ça s'appelle le pèlerin de Compostelle, puisqu'il a fait Compostelle, mais lui, il l'a fait avec un guide. Lui, tout seul avec un guide pour faire Compostelle. Et il est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est à la frontière française, hein, dans les Pyrénées, hein, je pense, oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas passée par là, finalement, je suis passée par le col du Sang-Port, mais pas peu importe. Et on arrive normalement à Roncevaux. Voilà, la première escale en France, c'est Roncevaux. Alors, c'est un chemin qui monte très, très fort. Si vous devez commencer, ne commencez pas par là, parce que ça craint tout de suite. Si vous n'avez pas l'habitude, commencez quelques jours plus tôt. Donc, ça, c'est moi qui, concrètement, hein, sur le chemin, physiquement, quoi. Et lui, il pensait arriver à Roncevaux le soir. Donc, il suit son guide et il chemine dans ses pensées, etc. Il suit son bonhomme. Et il ne fait pas attention à ce qui lui arrive. Et en fait, à un moment donné, le guide, il lui dit, bon, bah, il commence à faire noir, on va bivouaquer là. Alors, c'est véridique, hein, parce qu'il l'a fait, Paolo Coelho. Hein, ce n'est pas un roman, il l'a fait, c'est son témoignage. Et il dit, comment on va arrêter là? Mais on ne devait pas arriver à Roncevaux. Ben, oui, c'est ce qui était prévu. Mais vous n'avez fait attention à rien du tout. Quand on chemine, quand on devient pèlerin, on regarde où on va. Il dit, j'ai tourné en rond toute la journée, vous n'avez même pas vu qu'on repassait tout le temps au même endroit. Donc, voilà ce qui lui a fait faire son guide. C'est pas anodin. Donc, ça commence comme ça, le pèlerinage de Compostelle de Paolo Coelho. C'est très intéressant. Je vous invite à aller le voir, allez le lire si vous le trouvez encore. Et donc, l'esprit peut vagabonder, c'est ce que je dis. Le mât peut tourner en rond. Non, le rat ne tourne pas en rond en principe. Le mât, il peut tourner en rond, mais le mât, il peut décider d'aller tout droit aussi. Le mât, il est d'accord avec les chemins que vous empruntez. Si vous avez envie de tourner en rond, il tournera en rond. Si vous avez envie de vagabonder avec votre mental, il vagabondera avec votre mental. Si vous voulez faire marche arrière ou fuir ou vous libérer, le mât, il va où vous voulez, le mât. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tourner en rond. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est de décrypter tous ces messages-là pour justement ne pas tourner en rond. Parce que le mât, c'est l'archétype du mystère, de l'immatériel. Il est à la fois le début et à la fin. Avec lui, tout devient possible. Mais le tout, c'est vraiment d'arriver à d'écouter ces messages et de bien se poser des bonnes questions. C'est un coach, donc posez-vous les questions pour que tout soit possible et que vous ne tourniez pas ce fou qui tourne autour de ce bateau pour ne pas devenir fou. C'est vraiment ça qui est important. Donc, laissez-vous, moi vraiment, je vous invite à… Pourquoi Compostelle? Parce que le chemin de Compostelle, ce n'est pas marcher pour marcher, le chemin de Compostelle. Comme le diraient ces deux écrivains-là qui ont écrit le chemin initiatique de Compostelle, édité en 1990, donc vous voyez, il n'est pas tout neuf non plus. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est un chemin des étoiles, c'est un serpent de terre, c'est une transposition de la Voie lactée. Le pèlerin, il va à la recherche de son étoile. C'est un animal mythologique, il est tellurique, le pèlerinage de Compostelle. C'est un enseignement. Pour participer à cette harmonie, et c'est ce que le mât vous invite à faire, c'est de participer à cette harmonie. En fait. Vraiment ça. Et pour ne pas tourner en rond autour de ce bâton, ben, il s'agit d'être en harmonie, d'être avec l'esprit et le corps, mais pas qu'avec le mental. Voilà. Et accepter de mourir à qui il était, hein, afin de devenir cet être accompli. Et c'est ça aussi la symbolique de la transformation, hein, de l'arcane sombre. Voilà. Donc, voilà ce que le mât vous dit. À chaque instant, une mutation de conscience est possible. Et le 21 septembre, donc ce sera là, je vais aller décrypter plus en profondeur comment on peut se servir de ce mât pour ne pas tourner en rond autour de son bâton. Et en fait, à partir de maintenant, tout ce qui concerne la plupart, je veux dire l'essentiel, je ne dis pas que je n'en ferai pas de temps en temps, je ne sais pas encore, mais
vraiment, j'ai décidé en conscience de réserver tout ce qui concerne cet apprentissage, quelque part, ce coaching, on va dire, que le Tarot de Marseille nous propose, de le réserver aux alchimistes. Donc, j'ai choisi de l'appeler ainsi les alchimistes engagés. Donc, les alchimistes engagés, c'est un groupe à l'intérieur de votre espace Ultreya qui est accessible la première fois, pas sur le téléphone. Vous ne le verrez pas sur le téléphone pour y adhérer. La première fois, il est accessible depuis l'ordinateur. Une fois que vous avez adhéré, il est accessible depuis votre téléphone. Voilà, c'est un abonnement que vous pouvez quitter quand vous voulez, commencer et quitter quand vous voulez. Donc, dans cet abonnement-là, c'est 25 € par mois. Il y a 15 jours offerts. Donc, vous pouvez déjà l'utiliser pendant 15 jours. Et il y a des bonus. Donc, en plus de recevoir tous les enseignements du tarot et la symbolique du pèlerinage de Compostelle, il y aura les vidéos issues de la méthode Vitose pour retrouver le calme et la détente et revenir dans l'instant présent. Et je vais aller chercher, j'ai commencé, mais je vais aller chercher toutes les vidéos essentielles que j'ai pu faire en EFT quand je faisais mes programmes en EFT. Donc, tous ces cours-là, Vitose et EFT, seront les bonus des alchimistes engagés. Comme ça, vous avez vraiment de quoi vous aider en plus. Nous, on est quelques-uns à les avoir déjà. Oui, vous êtes quelques-uns, mais il y a beaucoup de personnes nouvelles qui ne les ont pas. Je vois. Mais là, tu n'auras plus à chercher. Après, tout sera dedans. Voilà. Tout sera dans un seul espace. Voilà. Mais à un moment donné, j'ai choisi de faire, il fallait faire un choix. Voilà. D'accord? Donc, ça s'appelle les alchimistes engagés. Et c'est 25 € par mois. Et vous avez tous ces bonus-là. Et vous aurez, c'est là qu'il va y avoir le replay que j'ai enregistré ici. Il sera dedans. Et après, se servir du mât, le 21, ce sera réservé aux alchimistes. Et puis après, on verra le battleur, et puis la papesse, etc. etc. Et on avancera carte après carte, et etc. etc. Voilà. Une question, on te règle comment? Tu as c'est vous cliquez dessus. Donc, les 15 premiers jours, vous ne réglez rien du tout. Oui. D'accord? Et après, vous allez rentrer votre numéro de carte et après, ça se fera tout seul. Voilà. Si vous voulez arrêter, vous cliquez sur j'arrête. Nous, les anciens, tu as nos coordonnées. Ce n'est pas moi qui gère ça, c'est automatique. Ouais. Donc, c'est complètement autre chose. Je ne suis plus sur la même plateforme. Donc, c'est vraiment complètement oui, d'accord. Ok, c'est comme si… voilà, c'est toujours avec moi. C'est différent, puisque là, j'ai décidé d'oser y aller. Et de me lancer dans cette… pour vous faire découvrir comment moi j'ai pu comprendre le tarot. Alors, c'est sûr que les arcanes que je vous montre, c'est celles du Jarodowski, mais toutes mes connaissances, elles viennent de plusieurs sources, parce que j'en ai lu des bouquins, j'en ai étudié des choses, j'ai appris avec lui. J'ai vraiment appris plein de choses et voilà. Et donc, c'est ça que je vais vous transmettre. Mais de toute façon, pour tout le monde, que vous soyez dans les alchimistes engagés ou pas, le 13, donc je vous ai envoyé à certains, pour ceux que j'avais leur adresse email, le calendrier du mois. Ou sinon, vous avez tous les événements dans le groupe, dans votre espace Ultreya, dans Event ou événement, parce que malheureusement, la plateforme, c'est en anglais. Mais ce que je poste est en français, donc voilà. Event, c'est événement. Et vous avez l'harmonisation des chakras qui se fera le 13 septembre. Je fais tout à 19h30, c'est plus simple. Donc, le 21, c'est pour les alchimistes engagés. Voilà, c'est comment ne pas tourner en rond, tourner sur le bâton. Et le 29, j'ai créé quelque chose de tout nouveau. Je crée quelque chose de tout nouveau. Je l'ai réalisé en présentiel. Donc, j'ai invité des gens autour d'un café spirituel, philo-spirituel. Ce sera le 29. Ce café, en fait, c'est pour créer une situation d'échange. C'est des débats qui sont ouverts autour de la spiritualité, du développement personnel.
voire de l'ésotérisme, des conseils, des avis de livres, de films, de reportages, des débats. Je voudrais des réflexions, qu'on puisse se permettre d'avoir ensemble. Et quand je l'ai réalisé ici à Aix-en-Provence, il y a une personne qui m'a dit qu'est-ce que tu entends par café spirituel? Est-ce que c'est religion ou est-ce que spiritualité au sens large? Donc, j'ai dit, ben, finalement, on pourrait déjà commencer la séance, enfin, ce rendez-vous, ce premier rendez-vous, en se posant la question, quelle est la différence entre religion et spiritualité? Voilà. Et donc, ça a été le thème du soir. Et voilà, je propose ce premier thème-là, ce soir-là aussi. Mais excuse-moi, c'est uniquement pour ceux qui peuvent être à Aix-en-Provence. Non, c'est en ligne, c'est dans votre plateforme. Ah, d'accord. Je l'ai créé en présentiel et il y a plein de gens qui sont venus. C'est super, ça manquait. Et je me suis dit, c'est tellement génial. Et d'ailleurs, on va se revoir en présentiel à Aix-en-Provence. Mais je me suis dit, mais je vais le créer dans Ultreya aussi. Voilà. Et ça, il y aura un lien Zoom, pareil que ce soir. Ce sera le 29 septembre. D'accord. Voilà. Ce sera nos 4 rendez-vous du mois. Donc, il y a quelque chose chaque semaine, en fait. La semaine prochaine, c'est l'harmonisation des chakras. La semaine d'après, c'est comment ne pas tourner en rond autour de son bâton. Et le 29, c'est le café philo. Et moi, j'ai noté samedi 10. Samedi 10, c'est voir la part d'ombre. Je ne me suis pas trompée. Ah, mais ça, c'était un séminaire en présentiel à Aix-en-Provence. Ben, moi, j'ai noté ça au samedi 10 septembre. Je me suis trompée. Oui, c'est avec de la photothérapie, de la thérapie photo. Donc ça, c'était en présentiel. Il faut venir à Aix. Donc pour toi, oui, mais en fait, je me suis trompée parce que j'ai noté au 10 septembre. C'était avant. Non, il aura… Non, finalement, je l'ai annulé. Mais il était prévu le 17 ans. Oui. Ah, d'accord. Donc, tu peux l'enlever. Mais de toute façon, ça, c'était en présentiel. C'était bien mis dessus à Venelle. Quand vous voyez l'événement, cliquez dessus, vous avez tout le détail. D'accord. Sinon, vous n'avez que le début. Vous n'avez pas tout le détail. Je vous invite, quand vous voyez l'événement qui vous intéresse, cliquez dessus et vous avez tout le détail. D'accord. Ça va? Et pour adhérer aux alchimistes engagés, vous allez dans groupe, dans les onglets groupes, vous cliquez sur, tu vas voir les groupes et le groupe des alchimistes engagés s'afficher et tu cliques et tu peux cliquer sur j'essaye et tu auras l'essai pendant 15 jours. Et l'accès sera ouvert aux premières vidéos EFT et Vitos. D'accord. Voilà. Est-ce que tu me permets de dire quelque chose? Mais bien sûr, Jacques. Merci. Je vais arrêter mon partage d'écran d'ailleurs. Sur la… Ah ben, tu m'enlèves sur la carte du mât. Non, ça va, je la connais. Sur la carte du mât, on voit donc le chien spirituel qui met la main au niveau du premier chakra, c'est-à-dire le chakra racine de la liaison avec la terre. Donc, moi, ce que j'y vois, c'est qu'il part en fait à la fois en lien avec la recherche du spirituel et son lien avec la terre. C'est exactement ça. Oui. Et puis en plus, là, il est au niveau d'une feuille qui est verte. Oui, c'est le végétal. Voilà. La couleur végétale, ça, c'est le vert. Et c'est un animal, mais spirituel. Donc, vous voyez qu'on est vraiment en lien avec, finalement, avec le spirituel et l'incarnation. Il n'y manque rien là dans cette carte du mât. Ben non, tout est là. Mais c'est ça le mât. Avec le mât, tout est possible. Oui. Et tu as parlé là tout à l'heure, je me rends compte qu'il y a bien des années, j'ai fait le chemin, j'ai marché de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux. Mais je ne savais pas que j'étais sur le chemin de Compostelle. Ah ben si. Et moi, il y a quelque chose qui me trouble, c'est que là où j'habite,
je suis sur un chemin de Compostelle. Mhm. Et là où j'ai passé toute mon enfance, je suis aussi sur le chemin de Compostelle. J'ai l'impression d'avoir très, très souvent été sur un chemin de Compostelle. Ben, c'est que l'énergie de Compostelle devait te nourrir quelque part, inconsciemment. Et donc, moi, j'ai hérité d'une très vieille écurie, c'est-à-dire une grande pièce, qui est actuellement en ruine, donc qui est sur le chemin de Compostelle. Et mon rêve, ce serait de la réhabiliter et d'en faire une halte Compostelle. Ben voilà. Mais il me manque le principal, l'argent. Ah ben oui, mais Donc, si vous avez une idée comment je peux avoir de l'argent pour réaliser ce rêve, parce que voilà, même si je suis âgée, j'aurais vraiment envie de réaliser ça. ben, Avant écoute, Je vais te lancer un appel. tu peux faire un appel à souscription, C'est voilà. Marie-Loire qui a fait quelque chose comme ça. Tu peux Oui. faire ça, mais déjà, tu peux, comment dire, être dans l'énergie qui se fera pour que l'argent arrive et pas attendre que l'argent arrive pour être dans l'énergie que ça se fait. Et peut-être déjà voir si tu peux commencer quelques petites choses. Déjà, Voilà, nettoyer l'intérieur. Voilà, Tu vois, moi j'ai l'intention de demander à des professionnels par quoi commencer, etc. Et, voilà, déjà, parce que déjà, tu vois, quand on parle de cette idée du mât, justement, c'est un nouveau projet, ce projet que tu as là. On pourrait te dire, tu te sers du mât, mais à un moment donné, il décide d'acter. Mhm. Ça ne reste pas à l'état de pensée. Même s'il n'est pas encore incarné, ton lieu n'existe pas, les travaux n'ont pas encore commencé, mais tu peux déjà décider, j'y vais. Et donc, et de partir et de poser ton bâton. Donc déjà, effectivement, quand je vais là-bas, de vie, etc. je croise beaucoup de pèlerins avec leurs sacs à dos. Eh oui. Ouais. Eh oui. Vous êtes où sur le chemin de Compostelle? Enfin, vous habitez où? Pardon? Vous C'est dans le habitez où? Cher. Alors, moi, j'habite au-dessus de Tours, actuellement. Donc, le chemin de Compostelle passe là. Et puis, la maison de mon enfance, ça, c'est dans le Cher. Ah, dans le Cher, d'accord. J'ai compris dans le Gers parce qu'il y avait un. Ok. Non, dans le Cher, en plein milieu de la France. Donc, ça, c'est le chemin qui mène au Puy-en-Velay. Bonsoir, Nadette. Bonsoir. Merci de ta Merci. présence. Et merci, Nadette, pour tes bons voeux. Et oui, et moi je rêve, tu vois, et Lydia qui vient de partir justement, mais je l'avais eu au téléphone parce que elle habite Paris, elle aimerait bien quitter Paris, et moi je lui disais, ben, je commence à avoir envie de quitter Aix-en-Provence et de me rapprocher de l'énergie du chemin, d'aller. Moi je voyais plutôt le Tarn, et je racontais ça à Lydia, et je lui dis, moi j'aimerais bien pouvoir proposer des choses quand les pèlerins arrivent le soir, qu'on médite ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, qu'il y ait quelque chose de, voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je dis, mais moi, bon, déjà, je n'ai pas le lieu, mais enfin, bon, ça, m'inquiéterai pas trop là-dessus. Mais même si je n'ai pas les finances, moi, je me dis, si je dois, voilà. Mais déjà, je n'aime pas faire à bouffer. Je n'aime pas faire à manger et je cuisine pas bien. Donc, voilà, c'est très, très basique, quoi. Donc, je me dis, ça ne va pas. Un pèlerin, il a besoin de se nourrir quand même. Hein, donc, voilà. Et Lydia me dit, mais moi, j'adore faire à manger. Mais il en faut. Hein. Il en voilà. faut. Donc, elle me dit, ben, écoute, moi qui veux quitter Paris, on va voir, on va laisser. Voilà, moi, quand tu as commencé à parler de tout ça, moi, je pensais à ma vieille écurie et je me disais, ce serait bien que j'arrive à le réaliser pendant qu'on est encore tous ensemble et puis finalement pouvoir se réunir là-dedans parce que c'est grand, mais c'est dans un état lamentable. Moi, je l'ai toujours connu comme ça servait, moi je ne l'ai jamais connu. Si, je l'ai connu un petit peu quand j'étais enfant, où il y avait des chevaux. Mais depuis, tu vois, j'ai 77 ans, donc ça veut dire que ça fait bien 70 ans qu'il n'y a rien, quoi. Et que, mais voilà, de toute façon, le pèlerin, il faut quand même savoir une chose. Ce dont il a besoin, c'est d'un lit pour dormir
Ça peut être un dortoir, hein, tu n'es pas obligé de faire des chambres, ça peut être un Oui. dortoir, La il paille. faut habituer. Des douches, des toilettes et une petite un coin cuisine parce qu'il y a des gîtes où le pèlerin se fait à manger lui-même. Ça Oui. dépend si Dans la paille, Anne. tu choisis. Alors, le problème, c'est qu'il faut quand même un toit sur la tête et que j'ai un devis de toiture de 56 000 €. Donc, ça commence mal. Ah Ouais, oui. ouais. Oui, bien sûr que c'est. Mais bon, voilà. Donc, déjà, il faut que j'arrive à mettre un toit. Et puis après, je me dis, ben voilà, il faudrait que petit à petit, Ben, une brique après l'autre. il Hein. me faudrait des bricoleurs, Oui. une armée de bricoleurs. Et tu peux faire appel à des petites mains sur Facebook, sur, je sais pas, des gens de ton coin. Ouais. Tu vois, quand j'ai créé simplement l'idée du café spirituel, bon, en Provence, je sais, c'est particulier, la Provence quand même, ça va faire 20 ans que je suis là. Je n'ai pas beaucoup de connaissances parce que voilà, il ne faut pas Oh, c'est méchant, mais je ne fais pas des amis si facilement. Moi, j'aimerais donc, bien justement quitter la région où je suis, parce que c'est pareil, hein, je me sens isolée, seule. C'est pas, comment dire, alors là, il faut savoir, soit tu quittes ta région, soit tu emménages. Ah oui, mais c'est pas la même région. Moi, si je te parle, là, mon projet de Compostelle, c'est dans le Cher. C'est Ah, pas d'accord, ok, c'est pas où je suis maintenant. ça va. Enfin, bon, bref. Et donc, je m'étais dit, moi, j'avais envie de rencontrer des gens. Je m'étais inscrite sur OVS, un site pour sortir. Ça s'appelle On va sortir, OVS. Voilà. Et là, bah, tu peux rejoindre des gens qui vont marcher, qui vont danser, qui vont manger. Enfin, voilà. Et bon, j'ai rencontré des gens sympas, mais ça reste très karaoké, je ne m'intéresse pas beaucoup. Oui, je connais. J'ai plutôt envie de rencontrer des gens qui sont dans la même énergie. Alors, je ne dis pas que je n'aime pas d'aller boire un verre ni manger au restaurant, hein, pas du tout, loin de moi cette idée. Mais voilà. Mais bon, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus profond et je me suis dit, mais comment je fais pour trouver ces gens-là? Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'était cette idée de café spirituel me tournait en tête et je me suis dit, ben, je vais lancer un café, une sortie spirituelle. Je vais voir, on lance des sorties. Et j'ai lancé le truc. J'ai dit, allez, j'invite autour d'un verre et on échange autour de la spiritualité. Et voilà. Et ben, j'ai eu plein de gens qui m'ont répondu, tu vois. Donc, mais si je ne l'avais pas lancé, à un moment donné, si je n'avais pas lancé l'idée, ben, ce serait resté à l'état d'idée. Donc, voilà. Et pas au début, je connais personne. Je connais quelques personnes comme ci, comme ça, mais avant le Covid, il y avait un groupe de méditation, mais il a éclaté, chacun est parti dans des directions différentes. Je ne les vois plus, ces personnes-là. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, à un moment donné, il y a cette impulsion. Je suis allée à bon, Valérie, qui sait que je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je suis allée à Montpellier à une formation en aromatouch, donc en soins corporels avec les huiles essentielles. Et là, il y avait une femme qui elle rêvait d'habiter un moulin. Elle ne savait pas où trouver son moulin, etc. Et à un moment donné, elle a mis une photo d'un moulin sur son écran d'ordinateur. Et quelques mois plus tard, je ne sais plus par quel hasard, elle a trouvé c'est venu à elle. Et elle habite là maintenant. Elle habite son moulin. Elle n'est plus du tout à Paris, évidemment. Elle est partie, elle a déménagé, elle est dans son moulin. Génial. Donc, à un moment donné, il y a cette idée de… Alors, quand je disais, comment dire, je ne sais pas d'où je pars et je réfléchis, hein, quand je repense au Maï, à la début de la conversation, voilà, je ne sais pas d'où je pars, d'où est-ce que je pars. Bon, je me suis renseignée, j'ai utilisé mon mental quelque part pour aller lire, pour aller découvrir, regarder des photos, me renseigner sur les chemins, etc. Mais à un moment donné, je n'arrivais toujours pas à choisir, je ne savais pas comment faire et j'ai dit, bon, pause et ça viendra, et ça est venu. Voilà. Mais il y a quand même cette idée, il y a quand même eu la démarche d'aller jusqu'à Bruxelles
pour avoir des informations. Il y a quand même eu des démarches entreprises. Et on a besoin tu vois cette phrase, le ciel est de toi et le ciel t'aidera, ben, il y a cette idée ben, je fais quand même quelque chose. Et je prends mon bâton et je fais quand même quelque chose. Aussi petite soit-elle. Le premier pas, c'est les petits pas font les grandes rivières, hein, Jacqueline. La méthode du Kaizen, là. Pour te dire où j'en suis, il y a quelques années, j'étais chez mon frère et un de ses amis me dit tu dors chez toi? Et mon frère lui a répondu oui, elle dort chez elle, je lui mets un peu de paille, elle dort là-bas. Et bon, voilà, c'est exactement ça. Hein. Il n'y a ni eau, ni électricité, donc je pars vraiment de zéro. Hein. Mais Ben c'est oui, une grande mais tu as au moins des murs. Voilà, j'ai des murs et puis de la place. Et voilà. Parce que c'est grand, hein, et puis bon, il y a de quoi faire donc des couchages à l'étage, mais voilà. Ben voilà. Ça, c'est vraiment, comment dire? Ben, de toute façon, tu peux déjà demander des devis, comme tu disais. Oui, mais la semaine prochaine, je m'en vais garder ma sœur qui ne va pas bien, et donc c'est pas loin, et j'ai un rendez-vous avec le maire. Je vais lui demander s'il n'a pas des idées. Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Ben oui, pourquoi pas, effectivement. Mm. Bon, est-ce qu'il y a… Ça sera un premier petit pas. Exactement. Et tu vois, tu l'as déjà posé, ce premier petit pas. Il faut faire attention parce que les choses de la ville, comme ça, s'ils voient un bon coup, ils peuvent aussi faire main basse. Alors, ne fais pas ton oiseau de mauvais augure, hein, toi, Valérie. Oui, tu parlais au niveau de la mairie. Oui, non, mais j'ai lu une histoire comme ça il n'y a pas longtemps. Franchement, non, mais une dame qui avait un projet et c'est quelque part, tu as incroyable raison. des fois. Alors, on fait attention à ses croyances, à ce qu'on a entendu, à ce qui s'est passé aux autres. Ce n'est pas forcément ce qui va lui arriver. Il y a la réalité quand même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la réalité. Le maire, c'est un nouveau maire. Il faut te faire et copain je d'abord. pense qu'il me comprendrait tout à fait, parce que lui, il est en train de retaper un ancien petit château qui appartenait à sa famille. Et c'est pareil, il fait petit à petit, etc. Donc, je pense qu'il peut me comprendre à ce niveau-là. On verra bien. De toute façon, bon. Autour de moi, on me dit que je ne tourne pas rond, que je ne me rends pas compte de l'âge que j'ai. N'écoute pas les autres, on s'en fout. N'écoute pas les autres. Tu imagines? C'est sûr que… À l'époque actuelle, on vit facilement centenaire. Voilà. Donc, de la marche. On verra bien. Puis là, avec vous, je suis en bonne compagnie. Je regardais les itinéraires en Berry. Ah, d'accord. Ouais. Pour savoir ce qu'il y avait, puisque bon, il y a le choix dans les chemins de Saint-Jacques. Non, je regardais les itinéraires en Berry dans le Cher. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Alors, bon, moi, mon projet aussi, c'est de vous emmener, ceux qui auront envie de tenter l'expérience, sur les chemins de Compostelle. Et je vais voir comment je peux proposer des petits parcours quand même. Hein. Pas non plus, on ne va pas aller jusqu'à Compostelle. Hein. Je vais pouvoir vous faire marcher 3000 km, ce n'est pas possible. Mais je pense que je vais essayer d'organiser ça probablement au printemps. Un au printemps, un en été et un en septembre. Sur chaque fois, des tronçons différents. Donc, ce que je pensais, c'était un qui part du départ, pas d'un départ quand même, hein, un moment. Et celui du milieu, je ne sais pas, mais celui de septembre pour voir arriver à Compostelle. Finir à Compostelle. Mais alors, il faut trouver vraiment le bon départ parce que il y en a beaucoup qui partent de Sarlat, je crois. Ah oui, c'est chouette, Sarlat. Non, en Espagne. C'est une ville espagnole. Oui, c'est un nom comme ça, mais ce n'est pas ça. Enfin, bref. Et, mais bon. On peut aller en train à un endroit. Et puis il faut que je réfléchisse à tout ça, comment je peux mettre ça en place.
aussi, ce que je voudrais faire, c'est que Ah, non. ce ne soit pas des marches de 27-30 km, ce soit des marches plus courtes pour pouvoir se poser, méditer et réfléchir à ce que ça nous apporte. Sinon, vous partiriez seul, vous n'avez pas besoin de moi, je veux dire. Voilà. Mais Passaria en Espagne. oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est Saria, parce que non, mais comme je l'ai fait, du coup, ça me disait quelque Oui, chose. c'est Saria. Il y en a beaucoup qui partent de Saria, parce que comme ça, ils ont la Compostelle, la Compostela. Faire les fameux, On va avoir son diplôme, là. je ne sais plus combien, 700, 200, je ne sais plus, 100, 200 km avant Compostelle. Oui, avant Compostelle pour l'avoir. Voilà, donc ça, c'est à réfléchir. 100 km. Ouais. Si c'est trop long, vous me portez. Mais si c'est trop long, tu peux faire une partie en taxi. Hein. En trottinette. Il y a qui font. Oui, il y a des, je sais, il y a des. Tu peux faire porter ton sac aussi. Donc, je vais voir un petit peu toutes les propositions que je vais mettre en place. Et ben, des gens, s'ils veulent faire porter leur sac, ils pourront. Je vais un peu voir, un peu réfléchir à tout ça cet hiver. Ben, déjà commencer maintenant pour voir que les hôtels soient réservés. Alors, le problème, c'est que l'Espagne, normalement, on ne peut pas réserver d'avance. Non. Dans les gîtes de pèlerins, donc ce ne sera pas des gîtes de pèlerins, ce sera fatalement en Espagne des hôtels ou des genres de bed and breakfast, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'endroits privés, quoi. Oui. Parce qu'on arrivera en groupe, donc on ne peut pas dire on arrive à 6 et qu'il y a de la place pour 3. Oui. On ne peut pas se séparer. Donc, c'est pour ça que voilà. L'Espagne, ça devra être arrangé différemment. Donc, tu dois bien réfléchir à tout ça. Oui. Qui est les assurances, qui est tout. Voilà. Donc, ça, c'est le but aussi du projet. Hein. Voilà. Bon, merci beaucoup, Anne. Avec plaisir. Merci à vous toutes. Au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas. Et si vous avez des choses à échanger qui peuvent servir aux autres, ne les partagez pas qu'à moi. Mettez-le sur le fil de… D'accord. Ça va? Voilà. Okay. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.